Hier, une fusée Blue Origin a explosé dans le ciel du Texas. Ce n'est pas un incident spatial de plus. C'est une scène où Jeff Bezos, un homme dont la fortune est comparable au budget de certains États, perd publiquement la course face à un autre homme dont la fortune dépasse déjà les budgets de ces États. Je vous propose aujourd'hui de ne pas seulement lire cette nouvelle, mais de vous y arrêter. L'explosion au Texas compte moins pour l'explosion que pour son rôle de moment charnière. Que s'est-il passé ? En bref, selon les faits, la fusée Blue Origin, le projet de Jeff Bezos, a perdu le contrôle sur l'un des étages clés de la mission et a été détruite sur commande depuis le sol. La cargaison a été perdue, personne n'a été blessé, c'est selon différentes estimations le 4e ou peut-être le 5e incident grave chez Blue Origin au cours des 2 dernières années. Et en même temps, c'est le premier qui s'est produit sur fond d'un nouveau lancement réussi de SpaceX. 2 lancements, 2 entreprises, 2 propriétaires, le même ciel étoilé et des résultats fondamentalement différents. La question se pose immédiatement. Pourquoi ? Au cours des 6 dernières années, Bezos a investi, selon différentes estimations, entre 20 et 30 milliards de dollars dans Blue Origin. Musk a investi une somme comparable sur la même période. Mais Blue Origin n'est jamais parvenu à une exploitation commerciale complète. Et SpaceX effectue un lancement à quelques jours d'intervalle. Elle dessert l'ISS, transporte des astronautes, met en orbite des milliers de satellites Starlink et a déjà récupéré à plusieurs reprises le premier étage sur la rampe de lancement. Et c'est ici que commence l'intrigue principale. Et messieurs, elle ne concerne pas le matériel. L'État est devenu un client. Il y a 20 ans, une conversation sérieuse sur les fusées n'avait lieu qu'à 2 endroits dans le monde, dans les bureaux de la NASA et dans ceux de Roscosmos. Aujourd'hui, cela se passe dans les bureaux de 2 entreprises privées. C'est un changement d'époque. Ce n'est pas les entreprises privées qui aident l'État, mais l'État qui devient leur client. Aujourd'hui, la NASA achète des vols à SpaceX, tout comme le Pentagone achète des avions à Boeing. L'ancien modèle, l'État construit, le privé sert. Tout cela s'est complètement inversé. Le nouveau modèle, le privé construit, l'État paie et utilise. Et maintenant, voici le plus intéressant. Ce nouveau modèle s'est lui-même divisé à l'intérieur. Non pas en État contre privé, mais en privé contre privé. Musk contre Bezos. Et c'est le deuxième duel interne. Il se déroule entre 2 personnes, chacune ayant plus d'argent personnel que, je ne sais pas, n'importe quel programme spatial européen. Elon Musk a une fortune d'environ, je crois, peut-être même déjà plus de 400 milliards de dollars. Et avec le rythme actuel de croissance de la valeur des parts dans SpaceX, Tesla et XAI, de nombreux analystes parlent déjà des 1000 milliards de son vivant. Bezos, il n'a que 250 milliards de dollars, il a divorcé, il a donné 30 milliards, ou plutôt 35, voilà. Oui, une broutille. 250 milliards de dollars. À titre de comparaison, le budget militaire annuel du Royaume-Uni est de 70 milliards. Le budget fédéral annuel de la Pologne, eux, ils se sont vraiment investis dans la guerre, pour des raisons évidentes. Environ 120 milliards. En d'autres termes, aujourd'hui, une seule personne dispose d'un capital disponible supérieur à celui d'un État entier. Et ce capital, il peut l'orienter vers un seul objectif, sans parlement, sans coalition, sans élection, vers l'objectif qu'il aura lui-même choisi. Lui seul. C'est un phénomène nouveau. Pas dans le sens où il y a toujours eu des milliardaires. Non, il n'y en a pas toujours eu. Pas à cette échelle, pas avec une telle concentration, pas avec une telle vitesse de circulation du capital. Là-bas, au XIXe siècle, Rockefeller, Carnegie, Morgan, si on convertit en argent d'aujourd'hui, ce sont de gros capitaux. Mais Morgan n'avait pas de ressources disponibles pour construire son propre programme nucléaire. Carnegie n'avait pas assez d'argent pour créer son propre cosmodrome et le financer. Pour payer. Déjà 2000 emplois chaque jour pendant 20 ans sans un sou de bénéfice. Mais Musk et Bezos, eux, ils en ont. C'est pour cela que je vous ai proposé aujourd'hui de vous arrêter sur cette actualité. La concurrence avec les États. Lorsqu'un particulier dispose de plus de capital disponible qu'un État moyen, cette personne n'est pas seulement plus riche qu'un État, elle commence à entrer en concurrence avec lui. Avec les États sur ces terrains où ils avaient l'habitude d'être seuls. L'espace est l'un de ces terrains. Lancer un satellite en est un autre. Fournir Internet en zone de conflit en est un 3e.
Eh bien, souvenez-vous de Starlink au-dessus de l'Ukraine qui, soit dit en passant, a changé le cours des hostilités et la décision concernant cet accès était prise par une seule personne. Je donne ou je ne donne pas. Je veux ou je ne veux pas. Pas le Congrès. Une seule personne. L'intelligence artificielle, c'est le 4e. Le réseau électrique dans les pays en développement. 5e. Il ne s'agit pas de juger, mais de constater ce qui existe. Voici la situation. Pour la première fois dans l'histoire, une classe de personnes est apparue qui, en rapidité de décision, en concentration de ressources et en capacité à prendre des risques, dépasse l'état de 3 têtes, de 3 longueurs, si l'on parle en termes de chevaux. L'État, pour lancer un programme, doit passer par un cycle politique. Aujourd'hui, un particulier de cette envergure n'a pas besoin de cela. Il s'est assis, il a réfléchi, il s'est levé, il est un parti. Il a commencé à agir. Et maintenant, nous revenons à la fusée qui a explosé. Pourquoi la fusée est-elle tombée ? La thèse dont on parle prudemment dans l'industrie en ce moment est la suivante. Il est possible que le problème de Blue Origin ne soit pas d'ordre technique. Ce qui est très probablement le cas. Il se peut que le problème soit que la concentration d'un capital d'une telle ampleur, jamais vue auparavant, ne soit paradoxalement pas une aide, mais un obstacle. Qu'en dites-vous ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Quand une entreprise n'a pas de limite financière, eh bien Blue Origin n'en a pratiquement pas parce que Médis signe l'échec lui-même. Sans conseil d'administration, sans banque, sans investisseurs extérieurs, l'entreprise ne rencontre aucune contrainte financière. Chaque erreur peut être compensée avec de l'argent. Chaque décision peut être reportée, chaque échéance peut être repoussée, et donc tout devient plus lent, plus compliqué, plus cher, et comme on le découvre maintenant, pire. SpaceX, au contraire, a travaillé pendant des années sous la pression d'un manque de trésorerie. Musk racontait, et cela est documenté, qu'il y a eu des périodes où SpaceX n'avait assez d'argent que pour un seul lancement. S'il avait échoué, l'entreprise n'existerait plus. Cette pression a rendu SpaceX discipliné. Chaque décision passait par un filtre, sinon nous mourrons. Tu veux te retrouver, comme on dit, à la rue sans travail, vas-y. Blue Origin n'avait pas ce filtre, et c'est peut-être sa principale faiblesse. Cela me rappelle ce qu'on appelle le paradoxe des pays pétroliers ou la malédiction du pétrole. Les pays qui avaient tant d'énormes réserves de pétrole et qui pouvaient exister principalement, voire uniquement, parce que le pétrole était extrait du sol et il leur suffisait simplement de s'asseoir et, oui, de ne rien faire. N'est-ce pas ? Des étrangers sont venus, ont tout construit et mis en place, tout marche, puis voyant qu'on ne recevait pas assez d'argent, on nous en a donné plus. Mais nous n'avons rien appris à faire seuls. On a perdu l'habitude de faire, on a oublié comment faire, on n'a jamais su faire. Autrement dit, aujourd'hui nous voyons un paradoxe du capital qui n'a jamais été observé dans l'histoire. Un portefeuille sans fonds aggrave la situation. Il ne l'améliore pas parce qu'il n'y a pas de lutte pour la survie. C'est pourquoi je suis pour que la monnaie américaine, ce passage audacieux, oui, perde son statut. Bien sûr, je ne veux pas qu'une autre monnaie prenne cette fonction. Et s'il faut choisir entre elles, je préfère l'américaine, mais je préférerais qu'il n'y en ait aucune. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que nous pouvons résoudre de nombreux problèmes, non pas en améliorant la production, ni par des percées technologiques, mais simplement parce que nous pouvons imprimer n'importe quelle quantité de billets en dollars pour 1/100 de leur valeur. Et tous les autres, pour obtenir ces billets, doivent travailler dur. Ils doivent extraire du pétrole, construire un avion ou faire autre chose, cultiver des pommes de terre, n'est-ce pas ? La vendre et toucher 100 $, et nous ? Nous avons investi combien là-bas ? 27, 30 centimes. 37, nous disions autrefois, centimes, et ce nouveau billet, ce billet de 100 $, il coûte 37 centimes à fabriquer. J'ai peur que cela puisse entraîner les mêmes conséquences que pour la société. Donc BESA qui était financé sans limite pour toutes sortes de projets spatiaux et autres choses du genre, sans responsabilité et sans crainte que tout puisse s'arrêter demain. Cette hypothèse circule aujourd'hui en coulisses. Et cette hypothèse est appuyée par des statistiques. Ce n'est pas du tout un hasard si SpaceX a dépassé Blue Origin, malgré des investissements comparables. Ce n'est vraiment pas un hasard. Musk travaille dans un mode qu'il a lui-même appelé « l'enfer de la production ». Et BES fonctionne dans un mode de progression graduelle.
Un format impose la discipline, tandis que l'autre la relâche. Qu'est-ce que cela implique? Premièrement, l'État en tant qu'acteur dans l'espace passe au rôle de régulateur et de client. La NASA ne construit plus elle-même, la NASA achète. Mais c'est déjà un fait, ça a commencé. Et ce même modèle va s'étendre dans les prochaines années à d'autres domaines où l'État dominait auparavant. Mesdames et messieurs, télécommunications, infrastructures de transport lourdes. Et la défense, ce dont Golambous écrivait. La défense, aussi, pas partout, et pas tout de suite, mais la tendance va dans cette direction. Si une entreprise privée peut le faire mieux, moins cher, plus efficacement, et que nous pouvons le racheter. D'accord, on en parlera encore et encore, parce que les gens, même les gens, ont peur de confier les pompiers au secteur privé. La concurrence privée entre milliardaires. Elle remplace la concurrence interétatique, là où auparavant ce sont les pays qui étaient en compétition. La course à l'espace du XXe siècle, c'était Moscou contre Washington. Et la course à l'espace du XXIe siècle, c'est Musk et Bezos. Musk et Bezos, mais une seconde, ce sont des citoyens américains, oui. Mais leurs entreprises opèrent aussi bien en Europe qu'en Asie et en Afrique. Cela signifie donc que la victoire ou la défaite d'un pays en particulier. Dans la course technologique, tout dépend de moins en moins du programme de l'État et de plus en plus du fait que ce pays ait le droit d'utiliser les services de ses entreprises privées. Et à quelles conditions? Bezos peut construire une telle arme que tout le monde voudra la voir. Il la vendra à l'un, mais pas à l'autre. S'il subit des pressions à Washington, il partira vivre en Afrique et y bâtira une capitale. La concentration de capital à un tel niveau d'armement crée une position de négociation fondamentalement nouvelle entre un particulier et l'État. Quand Bezos dispose de fonds suffisants pour lancer un programme spatial alternatif, aucun règlement, dirigé personnellement contre Bezos ne fonctionne. Bezos observe cela attentivement, puis il monte à bord de ses 24 avions privés et s'envole. Il peut changer de juridiction ou financer une campagne politique pour modifier la réglementation. Musk agit de même, ce n'est pas propre à Bezos. Ce sera pareil pour les 5 à 7 personnes qui atteindront ce niveau financier dans les prochaines décennies. Des IA s'en chargent déjà, ça progresse. Regardez-les. Quatrième. L'avenir des programmes privés ne dépend pas de celui qui a le plus d'argent, même si Musk a plus d'argent que Bezos. Mais c'est beaucoup plus, non? Cela dépend donc de celui qui a le plus de discipline avec autant d'argent. C'est une combinaison extrêmement rare. En général, beaucoup d'argent dilue la discipline. C'est justement cette tendance que, selon certains, l'explosion de Blue Origin vient d'illustrer. SpaceX est l'exception à la règle. Y aura-t-il d'autres exceptions? C'est la question des prochaines années. On verra. Et cinquièmement, si Musk atteint réellement le billion, ce qui, selon les analystes, est un scénario probable pour les prochaines années. Pour la première fois dans l'histoire moderne, il y aura une personne privée dont le capital libre dépassera celui de n'importe quel pays du monde. Peut-être à part quelques très grands, mais il est incertain que les États-Unis aient autant de capital libre. Là, il ne s'agit plus d'un simple milliardaire. C'est une sorte de nouveau format. Et le monde où apparaît un tel format exige presque de nouveaux mots. Les vieux mots, capitaliste, magnate, oligarque, sont désormais trop faibles pour décrire ce que nous observons aujourd'hui. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que la nouvelle ère, l'ère où l'espace, la communication, la haute technologie passent de plus en plus entre les mains d'entreprises privées et concurrentes. C'est une ère de concurrence et non de monopole. Blue Origin a perdu le lancement d'aujourd'hui, mais n'est pas hors course. SpaceX a remporté le lancement d'aujourd'hui sans fermer le marché. En tant qu'observateur, vous suivez cette course, n'est-ce pas? Il y a une possibilité, là-bas, la meilleure vue depuis les tribunes que les spectateurs de l'histoire technologique n'aient jamais eue. Et au final, c'est à nous de jouer. La décision appartient à chacun de nous. Et c'est une décision très simple. Acheter du pain de la marque A ou de la marque B, louer une voiture N ou une voiture P. L'un la choisira parce qu'elle est bleue, un autre car elle est bon marché, un troisième parce qu'elle est spacieuse, un quatrième par paresse, prenant ce qui lui tombait sous les yeux. C'est très bien.
Tant qu'on ne nous force pas la main, je ne suis absolument pas contre un monopole qui s'est formé naturellement quand on nous propose le meilleur produit au meilleur prix et avec le meilleur service. N'est-ce pas? Pourquoi aurais-je besoin d'un produit au service, à la qualité et au prix inférieur, mais plus cher? Mais dès que le monopole, pour ainsi dire, se met à faire moins bien et plus cher, avec un mauvais service, il y a immédiatement 10 jeunes prédateurs qui essaient d'en prendre une part. Eh bien, une part de marché, pas directement d'elle, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis un peu écarté des sujets principaux, mais ils restent liés. Attendons lundi, et là ce sera, tout à fait merveilleux.